Verbomoteur. Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle émission des Verbomoteurs, émission qui se propose de jeter un regard chrétien sur l'actualité de la semaine, l'actualité aussi bien politique, culturelle, sociale et religieuse. Ici Simon Lessard, votre animateur, en compagnie des membres de l'équipe de rédaction du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant, rédacteur en chef, bonjour. Présent. Ariane Beauferré, bienvenue, content de te retrouver. Et le petit nouveau de cette semaine, James Langlois, qui est journaliste au magazine Le Verbe, bonjour. Salut Simon, belle chemise carottée. Ben oui, je pense que c'est l'odeur d'automne qui nous stimule tous les deux à nous habiller en karaté. C'est une chemise épice d'automne d'ailleurs. Ah oui, c'est ça ton harmonie de couleurs. Donc, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube ou Facebook pourront voir la célèbre chemise de James Langlois cette semaine. Alors, cette semaine, nous allons ensemble, durant la prochaine demi-heure, revenir sur la bonne nouvelle de l'île d'Anticosti qui est nouvellement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous parlerons aussi du sommet sur les ambitions climatiques à New York. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle qui a retenu l'attention cette semaine de James Langlois. James Langlois, l'idéologie du genre qui est de plus en plus présente dans nos écoles a fait beaucoup de remous cette semaine aussi bien à Ottawa qu'à Québec. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville, a proposé de mettre sur pied un comité d'experts pour réfléchir à ces questions-là, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, j'allais dire le Bloc québécois, je me suis trompé. Deux combats différents. Deux combats différents mais semblables, exactement. Lui, en fait, préférait un véritable débat public à la Chambre des communes. Est-ce qu'il faut vraiment débattre publiquement de cet enjeu-là ou laisser les experts nous dire quoi faire, quoi penser? Bien, je dirais un peu les deux, mais pour des raisons différentes. D'abord, entre experts, parce que au-delà de la question de l'inclusion puis du respect des personnes, les spécialistes médicaux, d'une part, doivent vraiment examiner sérieusement les effets des opérations de transition à long terme. Et d'autre part, toujours entre experts, là, il devrait vraiment avoir une discussion sérieuse, philosophique et scientifique, surtout appuyée sur les sciences sociales, sur la genèse de cette vision de l'être humain. Je parle aussi de la théorie du genre, de ses impacts sur la société et de la manière dont elle est véhiculée dans le discours public et dans les institutions. Parce que, comme je le disais, avant de s'imposer de manière politique, voire militante, là, comme une idéologie, la question du genre, c'est une théorie qui peut et qui doit être débattue. Tu dis que c'est une théorie qui peut et doit être débattue, mais j'écoutais les manifestants à Ottawa des deux côtés, autant ceux qui étaient pro-LGBTQ, ceux qui l'étaient plutôt contre. Les deux accusent mutuellement chaque parti d'être dans le discours de haine et d'intolérance, d'être violent, soit en voulant imposer cette idéologie-là aux enfants, soit au contraire en disant que toute remise en cause de ces idées-là serait un discours haineux. Est-ce qu'un dialogue est réellement possible? Je pense que c'est pas impossible, mais ça demeure un défi de taille parce que on l'a vu dans les récentes manifestations, là, on se retrouve toujours entre deux camps qui sont dans un dialogue de sourds puis qui se crient après. Moi, ça me renverse à chaque fois de voir des gens qui se parlent pas mais qui font juste se crier des insultes, là. Mais je comprends les citoyens d'une part, notamment des parents là, qui s'inquiètent de voir cette théorie-là s'imposer de manière idéologique, mais on doit toujours se rappeler que derrière les idées et les mots, il y a des personnes qui souffrent, qui ont souffert puis qui vont continuer de souffrir. Donc, quand on parle d'identité, de sexualité, ce sont des sujets qui touchent vraiment à notre intimité profonde. Puis, c'est la raison pour laquelle c'est ardu d'aborder ces sujets-là complexes et délicats d'une manière pacifiée, parce que forcément, il y a des personnes qui se sentent menacées ou attaquées quand on aborde... Des deux côtés, en fait. Oui, des deux côtés. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de haine, d'ailleurs, chez les opposants, en fait, des deux côtés, mais c'est faux, par exemple, de penser que les gens qui critiquent ou questionnent la notion de genre haïssent ou ne veulent pas le bien des personnes trans. Parce que il ne s'agit pas de remettre en question les expériences troublantes de certaines personnes dans leur corps ou dans leur vie sociale, mais bien de voir si la transaffirmation ou les opérations transaffirmatives sont réellement les bonnes manières d'accompagner ces personnes aux prises avec des dysphories. Si on est un parent chrétien, là, puis on s'inquiète que cette idéologie-là soit de plus en plus présente à l'école, auprès de mes enfants, de mon enfant, c'est quoi, selon toi, la bonne réaction? Est-ce que c'est d'être dans le combat, d'être dans la résignation, de, je sais pas, se replier dans la sphère privée? Bien, je pense qu'il y a un premier danger, c'est toujours de réagir à l'idéologie par l'idéologie. Donc, de se braquer puis de vouloir un peu jouer le même rôle, c'est-à-dire
il y a une idéologie qu'on cherche à imposer, bien nous, à l'inverse, on va réagir en voulant imposer notre manière de voir les choses. Donc, c'est vraiment une question de liberté, au fond, de s'assurer que les droits des personnes, autant celui des parents que celui des personnes trans qui veulent être légitimement protégés ou accompagnés dans leur souffrance, que ces droits-là, évidemment, qui là, en ce moment, semblent rentrer en confrontation, mais puissent être écoutés et entendus. Puis les deux camps là, doivent sortir de leur jugement péremptoire, ils doivent réapprendre à dialoguer de manière pacifiée, puis éviter les réactions émotives là, qui partent en vrille. Puis on l'a vu avec l'histoire de la toilette au Témiscamingue, là, finalement, qui a tout de suite été interprétée comme une tentative d'inclusion pour les trans, mais finalement qui est une question de sécurité pour tous les élèves là, dans l'école. Une tempête dans une cuvette. Ah oui, absolument. Antoine Malenfant, je t'ai vu réagir tout à l'heure. Ouais, j'ai bougé mon crayon comme ça. Ça part en vrille. Non, mais je pensais un des enjeux, tu parlais des parents, ce qui préoccupe beaucoup de parents, c'est le fait qu'il y ait des jeunes qui désirent avoir une autre identité à l'école qu'à la maison sans que les parents en soient informés. Ça inquiète, je pense, ça inquiète beaucoup de monde. C'est peut-être même presque au cœur là, des affrontements qu'il y a dans les manifestations. Premier point. Deuxième point, dans l'ordre ou le désordre, là, tu réagiras comme tu veux, James, mais cet enjeu-là vient démontrer de manière formidable que parfois les minorités entrent en compétition. Il y a une espèce de... On le voyait bien dans les images des manifestations, il y avait des minorités religieuses, notamment musulmanes, qui manifestaient contre le mouvement LGBT et le mouvement LGBT. Alors, on a finalement deux clientèles de la gauche politique qui se retrouvent en affrontement assez violent, même parfois. Ça donne quelque chose de politiquement... en tout cas, moi, j'observe ça attentivement. J'ai hâte de voir quel bord ça va prendre, cette histoire-là. Oui, puis malheureusement, en tout cas, les médias ici au Québec tendent, comme toujours, à faire paraître le camp opposé, c'est-à-dire le camp qui a manifesté, donc comme un ramassis de croyants d'extrême droite, de camionneurs qui étaient conspirés. Donc, tu sais, il faut faire attention à ces amalgames-là. Puis ça aide pas du tout, justement, à entrer dans un dialogue là, déjà en partant. J'ai lu sur Internet que c'est probablement la manifestation la plus importante sur la colline parlementaire à Ottawa cette année. Donc, c'est quand même pas un petit mouvement, surtout qu'en plus, il y a eu plusieurs autres manifestations dans différentes villes canadiennes. Ariane, quel regard tu jettes sur ce mouvement-là en ce moment? Je comprends qu'il puisse y avoir une colère des parents. Surtout au Québec, quand on regarde dans les documents gouvernementaux du ministère de l'Éducation, qui sont préparés en concertation avec différentes tables et avec différents experts, et où le parent s'est toujours indiqué, il faut travailler avec lui jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans. Et après, les parents disparaissent en fait. Et la seule chose qui est dit dans ces documents-là, c'est il faut les sensibiliser, il faut les éduquer, les parents, et c'est tout en fait. Alors qu'on sait très bien... Débat, en réalité. Non, c'est vraiment... on part un peu du principe, sans que ce soit dit de façon explicite, que les parents, c'est un peu les ennemis, en fait. Et que pour protéger, il faut vraiment prendre les jeunes à part. Puis comme si aussi les éducateurs qui étaient proches de ces jeunes allaient mieux savoir et mieux accompagner que les parents. C'est très problématique parce qu'on sait que les jeunes, il leur faut une dizaine d'années là, pour atteindre l'âge adulte. Et il se passe beaucoup de temps entre 12 et 22 ans, ou 14 et 24 ans, beaucoup d'expériences différentes. Et on a besoin encore du soutien de ses parents pour passer au travers de tout ça. Donc je comprends la colère, elle est probablement mal canalisée. Il y a certains propos qui ne sont pas acceptables de la part de ces regroupements-là, mais il y a une remise en question qu'on doit faire au niveau de nos instances gouvernementales, c'est certain. Merci Ariane, merci James. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on va reparler dans la prochaine année. Ce débat ne fait que commencer dans notre pays. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle? Qu'on en parle de plus en plus. Qu'on en parle, en fait. Exactement. Merci James. Ariane Beauferré, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi dernier pour l'ouverture du sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique
que la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles avait ouvert les portes de l'enfer. C'est toute une déclaration. Alors, pourquoi ce sommet? Que s'y passe-t-il? Et surtout, sommes-nous vraiment rendus aux portes de l'enfer? Alors, ce sommet, c'est un sommet qui revient régulièrement. Il y en a un qui a été très connu, 2019, avec Greta Thunberg, qui a fait un discours qui a beaucoup marqué, où elle demandait aux différents dirigeants, mais comment osez-vous finalement ne pas prendre des mesures qui soient suffisamment fortes, qui aient un réel effet sur le climat, alors que vous êtes là, vous parlez, vous prenez vos avions, vous vous rencontrez, et puis au final, il ne se passe rien, et la température continue d'augmenter. Ce sommet-là des Nations Unies, ils ont changé son nom, c'est vraiment sur l'ambition climatique. Si tu n'as pas d'ambition, tu n'es pas bienvenu à ce sommet. C'est un peu ça. Tu es bienvenu à être présent, mais tu ne peux pas t'exprimer. Donc, par exemple, un pays qui n'aurait pas des cibles ambitieuses, des plans d'action ambitieux pour vraiment réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc c'est vraiment proche, là on parle de 7 ans, eh bien ils n'ont pas le droit de parole. Donc c'est pas un temps de débat, c'était plusieurs bonnes nouvelles qui devaient être annoncées, c'est ça? Tout à fait, des bonnes nouvelles. Par exemple, on a le Brésil, eux ils ont pris la parole puis se sont dit on va supprimer la déforestation nulle de l'Amazonie d'ici 2030. On a l'Allemagne qui a prévu un fonds de 2 milliards de dollars pour aider des pays en développement pour lutter contre les changements climatiques, ce genre de choses. Donc des choses vraiment ambitieuses, des exemples. Et l'idée, c'est de pointer du doigt ceux qui font des bonnes choses. Et les absents, ils sont nommés par tout le monde. Il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas la Chine. Le Canada est présent, mais on n'est pas un excellent joueur parce que notre exploitation en gaz et en pétrole augmente. Par contre, François Legault a été invité et même loué par Al Gore, je crois. Un petit peu, mais parce qu'au Québec, on est avantagé par l'hydroélectricité, c'est certain. Et on se démarque un petit peu par rapport au reste du Canada, mais on a un contexte environnemental aussi qui le facilite, il ne faut pas l'oublier. On a quand même des défis aussi au niveau de la province, là. Il y a des améliorations à faire, c'est certain. Comment, Ariane, ne pas être cynique, justement, tu le disais d'entrée de jeu, face à tous ces sommets qui semblent changer plus ou moins grand-chose à l'échelle internationale? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer les choses? Et est-ce que, je me demandais, est-ce que le pape François ou l'Église catholique, elle, aurait une solution à proposer à tous ces chefs d'État? Alors, c'est sûr qu'il y a un certain cynisme, je pense, qui grandit dans la population face à ces sommets, parce qu'on a l'impression que les gens se rencontrent, puis au final, il ne se passe pas grand-chose. Surtout qu'il faut se rappeler que la prochaine COP, donc le prochain rassemblement sur le climat, ça va avoir lieu à Dubaï, aux Émirats arabes. Le chef de conférence, il a une compagnie pétrolière. Donc, tu te dis, c'est un magnat du pétrole qui finalement va inviter les pays à parler du climat. Il y a quelque chose quand même d'assez paradoxal là-dedans. Donc, il y a un certain cynisme, et c'est pour ça aussi que ce sommet sur le climat et sur l'ambition, justement pour essayer de raviver l'intérêt des populations. Parce que c'est décourageant sinon. Si on est face à des gouvernements qui finalement n'ont pas l'air de vouloir faire grand-chose, pourquoi est-ce qu'individuellement on ferait des efforts au final? Quand on parle de sommet, je pense toujours au vénérable du sommet dans les 12 travaux d'Astérix. Finalement, c'est un peu ça. C'est une réunion de vieux monsieur, certains sont plus barbus que d'autres, mais de vieux monsieur qui lavent plus blanc les uns que les autres. Hein. C'est un peu ça, cette épreuve-là. C'est un peu ça. Qui montre là, qu'il y a la plus belle pile de serviettes bien blanchies. Oui, c'est pour faire une pression morale, exactement. C'est du marketing. Mais pas que du marketing. Ils veulent vraiment montrer, regardez, eux ils font bien, vous ne faites pas bien, quand est-ce que vous allez vous réveiller? L'Église là-dessus, elle, ça fait... Il y a eu Laudato Si, qui a été une encyclique du pape François qui a été publiée en 2015, qui a fait un peu une bombe médiatique surtout et dans tout, je dirais, en dehors de la sphère de l'Église par rapport à l'environnement. Et la suite très bientôt. Oui, le pape qui a annoncé la suite de Laudato Si pour le 4 octobre. Mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'on en parle. Déjà, le pape Paul VI, dans les années 70, il disait les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne pas d'un authentique progrès social et moral, se retourne en définitive contre l'homme. Donc c'est intéressant, parce que le progrès social et moral est lié au progrès environnemental. C'est ça, mais le problème c'est que, et là on peut passer à Benoît XVI, comment est-ce qu'on peut avoir un progrès moral s'il n'y a plus de morale? Benoît XVI, ce qu'il nous dit, c'est toutes, au fond, sont dues au même mal, tous les problèmes, c'est-à-dire à l'idée qu'il n'existe pas de vérité indiscutable qui guide nos vies, et donc que la liberté humaine n'a pas de limite.
Donc le progrès moral, d'où est-ce qu'il va venir en fait? Cette volonté de faire différemment, cette volonté de prendre soin des plus démunis, des pays en développement, cette volonté de penser à long terme, bah, si on n'a pas une vérité indiscutable qu'on doit se battre pour le bien commun, bah, c'est juste impossible. Et donc c'est pour ça que moi je crois vraiment que ce qu'on doit rechercher, c'est une conversion. Mais pas juste une conversion écologique, une conversion, vraiment se détourner du mal, ça implique une conversion à Dieu aussi. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait de l'évangélisation, on travaille aussi pour l'environnement. Ah, intéressant. Mais je me demandais, Ariane, là, rapidement, on parle que le président, pas le président, mais Antonio Guterres utilise l'expression des portes de l'enfer. Utiliser la peur pour stimuler le changement, les changements de comportement. Oui. Est-ce que c'est vraiment une bonne attitude? Parce qu'on a souvent reproché à l'Église catholique d'utiliser la peur autrefois pour susciter des conversions. On dirait en ce moment qu'on reprend ce même procédé pour l'environnement. Je pense parce qu'ils n'ont pas d'autres outils, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir de pression sur les gouvernements. C'est que c'est un acte volontaire, participer au COP, participer au sommet, même si les résultats, eux, à cause des engagements de l'accord de Paris de 2015, les pays doivent publiquement dire quels résultats ils ont atteints, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre. Mais à part ça, ils sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Donc oui, on veut faire peur pour faire du changement. Est-ce que ça va fonctionner? Moi, j'en suis pas certaine. C'est un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance, c'est certain. Peur, c'est vrai, dans une famille, un père qui terrorise ses enfants. Je sais de quoi tu parles. Oui, au niveau politique aussi, un tyran qui terrorise ses citoyens. C'est l'aveu même que les autres moyens ne fonctionnent pas. Alors, si c'est le seul moyen qui reste, c'est peut-être qu'on arrive en fin de cycle. Oui, mais je me dis, si ce qu'on annonce est vrai, dans le sens, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Parce que les prophètes, quand on regarde dans la Bible, c'est ça qu'ils font tout le temps. On sait des malheurs si les gens ne se convertissent pas. Là. Mais les portes de l'enfer sont peut-être vraies, mais les portes du ciel aussi. C'est-à-dire, on pourrait faire rêver que serait un monde où on vivrait davantage en harmonie avec la nature et tous les avantages qu'on en retirerait au plan humain, social et même économique, d'une certaine manière. Mais connaissant la nature humaine, on a plus souvent peur de la claque de courir après la carotte. Mais en même temps, tu vois, comme je pense au documentaire Demain, qui avait lancé énormément d'initiatives locales, c'est aussi en montrant justement cet aspect positif, ce changement qu'on peut apporter, qui est possible, qu'il peut y avoir des réelles différences à l'avenir. Si on dit « sauvons la planète », juste en enlevant toutes les voitures, ça semble négatif. Mais si on dit on va proposer des nouveaux modes de transport qui vont être plus rapides, plus confortables, plus agréables, ben là, peut-être que je vais m'y ouvrir davantage. Ben, merci beaucoup, Ariane. Au plaisir. Antoine Malenfant, la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO compte depuis mardi dernier un nouveau site québécois, l'île d'Anticosti, soit la plus grande île de la province du Québec. Et en fait, je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que cette île a été choisie pour être au patrimoine mondial? Avant de répondre, Simon, savez-vous quels sont les deux autres sites au Québec qui sont dans cette liste? Sûrement. Le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec. Le deuxième, je ne sais pas. Alors, je le sais, c'est le site de Miguacha pour la préservation des fossiles en Gaspésie. Alors, c'est la même raison qui a amené l'UNESCO à inscrire Anticosti à cette même liste. C'est pour la préservation des fossiles. Et ça répond du coup à ta question. Donc, il y a des fossiles dans le Vieux-Québec, je crois. Non, c'est l'exception. Peut-être. Ils sont cachés. Ouais. Le Vieux-Québec, évidemment, c'est la liste du patrimoine mondial au niveau culturel, alors que là, on parle ici de site naturel. Exact. C'est un site, oui, qui a une très grande biodiversité. Hein. Les chercheurs qui y sont allés cet été ont découvert des espèces d'oiseaux, de plantes qui croyaient presque éteintes. Et là, ils en découvrent des centaines, des milliers d'individus. C'est vraiment foisonnant biologiquement, mais c'est même pas ça la vraie raison. C'est ça, c'est ce qu'il y a en dessous du sol, ce qui est caché. Et c'est un site un peu particulier, Anticosti, parce que lors de la première grande extinction massive, là on parle de, je veux dire des gros mots, là, entre l'Ordovicien et le Silurien, c'est des époques... Oui, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, autour de 400... pour vous donner une idée, dans l'échelle du temps, c'est autour de 450 millions d'années avant notre ère. Donc ça fait un bail, là, on s'entend. Il y a eu une grande extinction. Il y a
environ là, entre 60 et 85% des espèces qui ont disparu à ce moment-là. Ça fait beaucoup de monde. Ça, c'est le moment où Dieu s'est fâché puis a lancé des météorites. Est-ce que c'était au moment de l'Arche de Noé? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Antoine, je me demande quand même, qu'est-ce que ça va changer pour l'île d'Anticosti? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une arrivée massive de touristes qui pourraient venir détruire justement cette nature qui est restée, somme toute, à l'état sauvage? Bon, il faut dire là, que l'île d'Anticosti, c'est... l'hiver, 115 personnes à peu près, et l'été, 250, le double. Pour un immense territoire. J'ai lu que c'est 16 fois à peu près l'île de Montréal. 8000 km², c'est une densité, accrochez-vous bien, de 0,01 habitants par kilomètre carré. Tu cherches tes amis là, sur l'île d'Anticosti, où sont-ils? Alors, c'est ça. Ça, c'est un bon enjeu qui est soulevé, Simon. Et oui, faut-il craindre ça? En fait, c'est ce que souhaite la mairesse, bien des gens, qu'on puisse développer une industrie touristique digne de ce nom sur l'île d'Anticosti. Bon, pour l'instant, il y a des gens qui vont chasser là, il y a de l'exploration qui se fait en hélicoptère. C'est très difficile d'accès d'abord. Et une fois rendu, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui permettent le tourisme. En fait, il n'y en a pas. Et c'est sûr que c'est avec cette inscription-là à la liste du patrimoine de l'UNESCO, je lisais là, que la mairesse Hélène Boulanger souhaitait avoir des fonds des divers paliers de gouvernement pour pouvoir investir dans des infrastructures touristiques pour faire connaître ce patrimoine. Aller voir des fossiles. Aller voir les fossiles, aussi la biodiversité. Hein. C'est un peu le fait de tous les parcs nationaux. Que ce soit les parcs de la CEPAC au Québec ou même les parcs nationaux fédéraux. On veut mettre en valeur, disons, le patrimoine naturel du territoire. C'est une bonne chose, mais ça vient avec une contrepartie. Il faut que ça se fasse intelligemment, il faut que ça se fasse c'est une question d'échelle, beaucoup, le tourisme. Hein? Si on se met à faire débarquer des hordes de gens sur l'île, ça se peut que ça altère aussi le territoire. On l'a vu en Gaspésie juste il y a 2 ans. En effet. Alors, Antoine, tu me disais avant l'émission que c'était peut-être d'une certaine manière contre-culturel ou même conservateur que de vouloir protéger les sites naturels. Qu'est-ce que tu entendais par là? Moi, je trouve ça drôle. Hein? Évidemment, je m'en réjouis, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque anachronique dans le fait d'inscrire des lieux comme ça sur des listes de patrimoine, parce que dès qu'on parle de patrimoine, c'est qu'on se met dans une posture d'héritier. On accueille humblement quelque chose qui nous est légué et on tente de le préserver pour pouvoir le transmettre ensuite à la prochaine génération. C'est pas tout à fait dans l'air du temps de faire ça. Là, c'est sûr que c'est peut-être plus, disons, moins engageant de faire ça pour des fossiles de 450 millions d'années que pour l'héritage... les églises catholiques du Québec, par exemple. L'héritage de la culture occidentale, hein, qui est très riche, mais aux yeux de certains plus controversé. Ça serait un autre débat, mais c'est sûr que moi, je m'inscris dans ce qu'Ariane disait. Hein, par rapport dans Laudato Si, le pape disait que pour bien préserver la nature, il faut d'abord répondre à la crise spirituelle dans le cœur de l'homme. Puis ça, c'est le point de départ. Et je pense que c'est vrai aussi pour la préservation de la nature, pour la préservation du patrimoine culturel en général. Merci beaucoup, Antoine Malenfant. Ça me fait plaisir. Alors, c'est maintenant le temps de vous partager quelques suggestions culturelles. James Langlois, il y a un nouvel album qui est sorti récemment de l'auteur, compositrice, interprète et réalisatrice Inuk du Québec qui s'appelle Élie Sapi. C'est sorti le 15 septembre dernier. Oui, tout à fait. C'est un album, son 4e album, en fait, qui est complètement chanté dans sa langue maternelle. Donc, l'album s'appelle Inuktitut pour cette raison-là. Puis, c'est très intéressant parce qu'elle reprend des chansons de groupes très populaires. On pense à Rolling Stones, Pink Floyd, il y a aussi Led Zeppelin, Metallica, etc. Ce sont toutes des chansons qui, pour elle, ont une résonance particulière dans ses souvenirs, mais elle les interprète merveilleusement accompagnée par le guitariste Joe Grass et le batteur Robbie Coster de Montréal, qui ont travaillé avec Patrick Watson, entre autres. Elle fait des interprétations que des fois on peine même à reconnaître les versions originales, mais en plus c'est tout en douceur, c'est très bien joué, très bien interprété. Vraiment, c'est un album à découvrir, surtout pour la journée de guérison, réconciliation qui arrive à la fin du mois de septembre. J'ai lu qu'elle a déclaré à la presse « Je trouve que la musique a ce pouvoir-là incroyable de connecter les gens et je trouvais ça beau de pouvoir rendre hommage à ses amis. »
Donc, c'est beau, il y a une espèce de communion derrière cet album-là. Oui, tout à fait. On sent bien dans la manière dont c'est réalisé, en fait. Merci, James. Antoine, toi, cette semaine, tu nous proposes une bande dessinée. Oui, on parlait de patrimoine aujourd'hui à l'émission. Il y a une BD qui s'appelle Glace de Matthew Doley. Okay, pourquoi Glace? Bon, c'est l'histoire d'un gars qui se fait léguer le camion à glace de son père et le territoire qui vient avec. Ça se passe en Angleterre. C'est une ambiance un peu nuageuse, on imagine bien. Là. Les dessins sont très simples, un texte et un coup de crayon minimaliste. C'est une ambiance tout en douceur. Il y a un profond questionnement sur justement l'héritage, ce qu'on reçoit de nos ancêtres et ce qu'on veut léguer à la prochaine génération. Et bon, moi je le recommande, c'est tout en douceur, c'est plein de beauté et d'espérance à la fin aussi. Cette BD-là, ça ressemble, c'est quel genre, quel style? C'est pour adultes, principalement? Ouais, c'est pas une BD pour enfants, mais quoi qu'il y a rien de déconseillé aux jeunes enfants là-dedans, mais c'est une histoire de grandes personnes qui revisitent un peu leur passé, qui se questionnent sur le sens de ce qu'ils font. C'est un ouvrage très beau, mais très simple aussi, de livrer de la glace comme ça dans le quartier. Moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant. C'est drôle, les dessins me rappellent un peu comme des dessins animés comme Daria, tout ça. C'est pas un côté un peu ironique, ou je sais pas comment dire. Non, il n'y a pas de sarcasme, il n'y a pas de cynisme. Bon, il y a des gags de temps en temps, mais c'est pas... sans rire? Non, pas du tout. C'est vraiment une incursion dans de l'humain, là, presque banal. Et moi, ça me touche toujours, ce genre d'histoire-là. C'est une histoire où il se passe rien, finalement. Tu la donnes vraiment le goût de la lire. Ça parle de crème glacée, en tout cas. Ah ouais, ça donne les amoureux de crème glacée. Moi, je pense que ça devrait être réinstauré, les camions de crème glacée. Merci beaucoup, Antoine. Alors, ça s'appelle Glace de Matthew Doley. C'est l'éditeur Presque Lune. Ça a été publié en 2022. Merci beaucoup à Ariane, James et Antoine d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci à Marianne Martin et Barthélemy Rieu à la technique. Pour écouter, commenter, partager cette émission, visitez nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook du Verbe Média. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/verbomoteur. Vous pouvez aussi nous écrire notre adresse courriel si vous avez un commentaire, une opinion. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est une émission de commentaires d'actualité, donc votre commentaire est important aussi. Donc pour le faire, c'est très simple, verbomoteur@le-verbe.com. Alors cette semaine, on se laisse justement sur une chanson d'Eli Sapi de son nouvel album Inuktitut. Alors je ne suis pas un expert de la prononciation de cette langue, mais la chanson se dit Umati Atanarsimat. En fait, c'est une reprise de la chanson Heart of Glass de Blondie. Et donc voilà, ça va vous permettre de découvrir cette chanteuse. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. Isa maten al naisuni Dana yoritu go dauto Nanga Namangima nalini huma Dadali Hayi nga hanila nga nginama Nalo malita khan